Localisé à 6 km au sud de Rouen, sur le plateau d'interfluve séparant les vallées de la Seine à l'ouest et celle de l'Aubette au nord, 4 indices de sites archéologiques furent reconnus au printemps 2007 par l'INRAP. Cette opération de diagnostic fut prescrite suite à une demande concernant un projet de lotissement par la SARL Terre à Maison. Suite à ce diagnostic, le service régional de l'archéologie de Haute-Normandie prescrivit une fouille préventive sur chacune de ces 4 zones. Les fouilles furent effectuées en 2008 par l'INRAP et l'étude est actuellement en cours. La fouille de la zone 1, qui fut à l'origine du diagnostic de 2007, a permis de mettre au jour les restes d'une voirie gallo-romaine, Paris-Rouen. Cette voirie est bordée de 2 fossés parallèles sur chacun de ses côtés. Il est fort probable que la voie descendait dans la vallée en empruntant le vallon de la Valette de la Lande. Les zones 2 et 3 correspondent à 2 nécropoles à inhumation de la Taine ancienne et moyenne, riches en mobilier métallique, fibules, bracelets, brassards, torques. La fouille de la zone 4 a mis en évidence un habitat fortifié et une nécropole de la Taine finale. Cet habitat est délimité par un système de double enclos compartimenté. Au vu de la répartition du mobilier archéologique, on peut envisager un premier enclos domestique dans lequel figure un grand nombre de bâtiments sur poteaux, dont certains de plan quadrangulaire mesurent plus d'1 mètre carré. Au nord de ce premier enclos, un grand bâtiment, lui-même séparé des autres constructions par un fossé, se distingue par la richesse de son mobilier archéologique. Il pourrait s'agir là de la demeure du maître des lieux. Le second enclos, accolé au premier, est vraisemblablement lié à des travaux d'artisanat, comme la forge. Les fossés d'enclos présentent une ouverture moyenne de 4,5 mètres pour une profondeur de plus de 2 mètres, avec une ouverture maximum de 6 mètres pour plus de 3 mètres de profondeur. Cet habitat ne semble pas être lié à l'agriculture. Aucun élément de parcellaire aux abords et structures de stockage, greniers et silos peu nombreuses. La richesse du mobilier de l'habitat confirme cette hypothèse. Céramique d'importation, amphores, monnaies, nombreuses parures, mobilier métallique conséquent et armes sont rarement présents dans ces quantités dans les habitats de type ferme. Les premiers éléments de datation, céramique et monnaie, indiquent un abandon du site entre 70 et 40 avant notre ère. Accolée à cet habitat, une nécropole à incinération, 45 sépultures, a également été fouillée. Les restes des défunts sont déposés soit en pleine terre, soit dans des urnes. La crémation est peu poussée et le poids des restes osseux déposés dépasse souvent 1 kg, ce qui est peu courant pour cette période. Parmi ces sépultures, quelques-unes se démarquent par la richesse du mobilier. Ainsi, la sépulture 4485 comporte, outre une urne, 3 bracelets et un anneau en bronze. Une tombe à char a également été mise au jour. 6 autres sépultures comportaient des armes, offensives ou défensives, un beau de bouclier, casque, fer de lance et épée. Donc la particularité de cette tombe-là, c'est qu'on est vraisemblablement sur une tombe à armes. Donc on peut la mettre en évidence grâce à cet objet métallique déployé, qui est vraisemblablement une épée. Donc on voit ici la boutrolle. Oui. Et on a vraisemblablement un casque. Donc ça, ce sera à voir après restauration de l'objet. Nous avons sinon ici 2 céramiques. On voit bien que le tout a bougé, a basculé dans la tombe, donc ça peut prouver l'existence d'un coffrage qu'on ne voit pas parce qu'on n'a plus du tout de traces de bois. On remarque aussi ici les os de l'urne cinéraire qui ont glissé justement au moment de l'effondrement du coffrage. La tombe est la 5e tombe à armes qu'on a mis au jour sur ce site, et aussi une tombe à char.
Oui, ouais, non mais chez nous. On découpe des rails alors? Ouais. Bon, on lève directement. Allez. Bon. Alors, donc voilà le casque dégagé. Hein, donc le casque, limbeau, le couvre-joue à l'intérieur, une monnaie posée également sur limbeau. Les éléments en fer sont bien conservés. Par contre, la monnaie en basse cuivre est un peu, en fait, avec des chlorures un peu importantes. Donc on verra si on peut avoir une datation plus précise. Donc il faut s'imaginer que le casque était de l'autre côté hein, au départ. On l'a retourné et on a fouillé l'intérieur. Donc ça c'est l'épée qui était posée sur le champ, hein, sur le casque. Donc elle a une marque de sacrifice en enroulement. Avec cet ensemble, on avait une céramique également qui était collée en fait sur le casque et la monnaie. Donc voilà, donc la céramique qui est ici. Donc là en fait vous voyez la céramique qui a été séchée avec un contrôle, un séchage contrôlé en fait, hein, pour éviter qu'il y ait trop de différence d'humidité. Et on l'a également protégée avec une fibre de verre et un consolidant réversible. Et donc c'est l'archéologue qui doit venir fouiller l'intérieur pour savoir s'il y a des restes de faune à l'intérieur. Le bloc est arrivé au laboratoire avec, donc là on vient de l'ouvrir et puis on s'est aperçu qu'il y avait vraisemblablement des bandages de roue. Hein, donc vous voyez en fait ces parties là, là également, et puis ici les frettes. Hein, donc les frettes, la partie centrale de la roue. Et notre travail va consister à désolidariser au maximum tous les bandages, de les consolider, de les sortir et puis de les mettre en stabilisation. Donc là on utilise de la microbille de verre qui est une poudre assez abrasive quand même, qui va permettre de faire décoller en fait tous ces produits de corrosion. Et au fur et à mesure en fait de ce travail de sablage, on adapte aussi les poudres.
de la poudre de lignoblaste qui, elle, est très douce et très peu abrasive. Donc il faut doser aussi le geste, hein, ne jamais plonger parce que sinon ça percerait de façon très rapide. Alors en fait là on est dans le local de stabilisation, donc les objets vont transiter dans cette salle pendant environ une année. Donc, les objets sont dans des solutions. Ma collègue va faire des prélèvements tous les 2 ou 3 jours et envoyer ces prélèvements dans cette machine qui permet de calculer le taux de chlorure extrait. On a atteint un seuil de stabilité pour l'objet, on va enlever les objets et les mettre en rinçage. Donc c'est un processus très important parce que c'est vrai que l'objet, quand il sort de fouille, il y a une reprise de corrosion qui se met automatiquement en place. Alors le travail que je fais actuellement, c'est relativement simple, c'est-à-dire que donc, on a réalisé un plan topographique général du site pour la localisation dans l'espace des structures, mais chaque structure est représentée comme on le voit ici sur le plan de manière assez géométrique, puisque ce sont 3-4 points qui les limitent, donc c'est très schématique. Et nous, ce qu'on a fait avec les relevés qui ont été effectués sur le terrain par les archéologues, c'est une des tombes, c'est une tombe avec un casque, donc on scanne, on numérise l'image, et puis donc on peut à partir de là traiter l'image de manière informatique, la mettre au propre, entre guillemets, à l'aide d'un logiciel de DAO, et qui permet donc d'intégrer un relevé très précis de la structure dans l'ensemble, puisqu'on a des repères qui sont par exemple les clous d'axe, qui sont relevés en topographie. Et donc là, après le principe est assez simple, il suffit de réduire à la même échelle. Donc ça donnera une image très précise des structures en elles-mêmes, et les unes par rapport aux autres, dans leur configuration exacte. Donc avec tous les détails, il y a ici un dépôt osseux. Donc le but final étant de faire la même chose pour toutes les structures, que ce soit des tombes ou des fosses, des trous de poteaux. Nous sommes ici dans la salle de traitement du mobilier où se passe une grande partie de la post-fouille. En fait, dans un premier temps, on étale tout le mobilier céramique issu de la fouille. Et donc en fait, il y a un très grand travail de comptage et d'inventaire avant de commencer l'étude à proprement parler. Et on cherche des remontages entre vous voyez, les très nombreux tessons, et pour en fait restituer le plus de formes possible, pour après, dans un premier temps, donc, le recollage et la restitution graphique du mobilier, donc sous forme de dessin. L'étude du site du millénaire est actuellement en cours, mais l'on peut affirmer que cet habitat relevait d'un statut particulièrement privilégié. Sa situation géographique, en rebord de plateau, comme la présence de la voirie qui descend dans la vallée à cet endroit, sont également à prendre en compte pour cette analyse. Les sépultures à armes de la Tène C et D sont connues en Haute-Normandie. Elles sont parfois seules parmi des sépultures plus classiques, comme c'est le cas pour la nécropole de Côtévrade, mais elles sont parfois présentes en plus grande proportion, comme à Pose ou à Pitre, où elles sont, là aussi, associées à une tombe à char. Les sépultures à char sont quant à elles peu courantes. 5 tombes de ce type connues en Haute-Normandie. Cette fouille permet, pour la première fois en Haute-Normandie, d'étudier l'habitat correspondant à ce type de sépulture.